Nico et Julie. Paranormal, ça fait un peu peur quand même. Mais on adore ça. Vibration. On est de retour les amis, toujours sur vos radios préférées, 8FM et Vibration. Après ce petit témoignage entre ovni et paranormal, fantôme, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, c'était vraiment un super témoignage. Et maintenant, c'est l'heure, comme vous le savez, de la chronique de l'étrange, la très attendue chronique de Julie. Alors, qui va parler de quoi cette semaine ? Eh bien, je vous emmène dans le Grand Nord. Il fait froid donc. Il fait froid. Ça veut dire qu'il fait froid. Ok, très bien. Imaginez une étendue glacée au cœur des montagnes de l'Oural en Russie. J'avais raison, il fait froid. Il fait froid. Un groupe de jeunes alpinistes aguerris part pour une expédition, mais ce qui devait être une aventure devient une tragédie. Des corps retrouvés dans des positions étranges, des blessures inexpliquées et des théories qui vont du rationnel à l'incroyable. Aujourd'hui, nous plongeons dans le mystère troublant de l'incident du col Dyatlov, une énigme vieille de plus de 60 ans qui n'a jamais cessé de hanter les esprits. Alors l'histoire commence en janvier 1959 quand un groupe de 10 alpinistes expérimentés âgés de 20 à 38 ans, dirigé par Igor Dyatlov, qui n'a rien à voir avec le col, mais bon, c'est le même nom quand même. Ah ok, d'accord. Ouais, je te jure. Étonnant. Donc ils entreprennent une expédition de ski de fond à travers les montagnes de l'Oural du Nord en Russie. Je ne sais pas qui fait ça, mais en tout cas, bon, eux, ils font ça. Voilà, chacun ses tripes, voilà, on ne juge pas ici, vous le savez. Ouais, exactement, on est quand même en janvier. Oui. Je sais pas si t'as remarqué, on est en janvier. C'est vrai. Enfin bon, écoute, allez, go. On y va. Le groupe est composé d'étudiants et de diplômés de l'Institut Polytechnique de l'Oural et d'un professeur de sport qui avait combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Ok, donc des gens avec un entraînement physique, on va dire, relativement costaud. Exactement, jeunes, sportifs, tous expérimentés en alpinisme et en survie en milieu extrême. Bon, normalement, tout devrait bien se passer. Ils étaient parfaitement équipés pour affronter des conditions difficiles, je te l'accorde. Bon. Leur objectif est d'atteindre le mont Otorten. Alors, je m'excuse à l'avance, je n'ai pas fait russe première langue, ni 10e, donc je vais écorcher les mots, c'est sûr. Ok. Donc, atteindre le mont Otorten, un itinéraire classé comme difficile, mais qui ne devrait pas poser de problème pour des aventuriers aussi bien préparés. Ils partent le 27 janvier pour une expédition de 320 km et après quelques jours de marche, tout se déroule comme prévu. Au cours de l'expédition, l'un des étudiants, souffrant de douleurs articulaires, rebrousse chemin. Bon, alors tu verras que lui, c'est le plus chanceux, le plus chanceux de la Terre. Ah bah j'allais dire l'inverse, tu vois, je veux dire, lui il commence mal, mais finalement... Non, il va finir très bien du coup. Il va finir bien, ok, voilà. Comme quoi, des fois les amis, vous voyez, ça se joue à pas grand-chose. Exactement, une petite douleur articulaire et puis, incroyable, ta vie restera longue. C'est ça. Donc voilà, donc le reste de la troupe, menée par Igor Dyatlov, poursuit sa route. D'accord. Oui, dommage pour eux parce que selon la pellicule photographique et les journaux intimes découverts sur place par les enquêteurs, l'équipe établit son camp et monte sa tente le 1er février sur les pentes du mont Kolat-Syakhl. Bon, je sais pas, voilà, je commence à écorcher. Ouais. Bon, ça veut dire littéralement la montagne des morts en langue mansi, un nom qui rétrospectivement semble lourd de sens. Oui, voilà, il y avait un indice un petit peu dans le titre, comme on dit. Exactement, voilà. Parce que c'est ici, sur cette montagne, que le drame va se produire. Oh là là, toujours ce teasing, Julie, incroyable. N'est-ce pas ? Toujours. Le 12 février 1959, les randonneurs devaient rentrer à la base. Tout le monde reste cependant sans nouvelles d'eux. Eh oui. Les jours passent et toujours rien. Inquiets, les proches et amis alertent les autorités. Le 20 février, une équipe de secours est envoyée dans la région pour retrouver le groupe. Ce qu'ils vont découvrir dépasse l'entendement. Le 26 février, l'équipe de recherche retrouve enfin le campement des alpinistes, mais la scène qui les attend est terrifiante. La tente des aventuriers a été retrouvée déchirée de l'intérieur, comme si ses occupants avaient fui en panique. Des empreintes pieds nus dans la neige, malgré des températures avoisinant les moins 30 degrés, indiquent que les alpinistes ont quitté le camp sans prendre le temps de s'habiller ou de s'équiper. Oh, très étonnant, oui, en effet. Les secouristes suivent alors les empreintes qui les mènent à environ 500 mètres du campement, au bord d'une forêt. Là, ils trouvent les 2 premiers corps, ceux de Yuri Krivonichenko et Yuri Doroshenko, près des restes d'un feu de camp éteint. Les 2 hommes sont à demi dévêtus, comme s'ils avaient arraché leurs vêtements dans un geste désespéré. Ils sont pieds nus et en sous-vêtements, une vision hallucinante dans un tel climat.
Alors là, on peut commencer à établir quelques scénarios de ce qui a pu se passer, mais c'est vrai que ça reste quand même complètement hallucinant. Hallucinant. En tout cas, ils ont eu très très peur manifestement. Ça, c'est évident. Ouais. Mais alors, pourquoi ils se sont enfuis de leur tente? Pourquoi ils étaient pieds nus? Oui. Pourquoi on les a retrouvés dans cet état? Ouais. Il y a tellement de questions qui se bousculent que c'est étonnant, vraiment. J'en rajoute une couche. Vas-y. Peu à peu, les autres corps sont retrouvés dans la neige, dans des positions étranges. Igor Dyatlov, le chef du groupe, tu te rappelles, Oui. est découvert avec des signes manifestes de lutte contre les éléments, comme s'il avait tenté de revenir au camp. 3 autres membres sont retrouvés à proximité, tous morts de froid. Mais c'est la découverte des 4 derniers corps, quelques mois plus tard, avec la fonte des neiges, bien sûr. voilà, qui va plonger l'affaire dans une zone d'ombre encore plus profonde. Comme si ça suffisait pas déjà. Pas. Ouais. Continue, ouais. Les 4 derniers randonneurs sont retrouvés dans une ravine, recouverts par une épaisse couche de neige. Contrairement aux autres, ces corps présentent des blessures graves mais mystérieuses. Ludmila Dubininia et Semyon Zolotariov ont des côtes brisées comme s'ils avaient été victimes d'une force immense comparable à un accident de voiture. Ludmila est également retrouvée sans langue. Je ne sais plus. Là, je ne sais plus. Je ne sais pas. Alors peut-être qu'elle a peut-être été mangée par un animal. Je te rappelle qu'il faisait moins 30, qu'ils ont dû attendre la fonte des neiges et qu'ils ont quand même été retrouvés sous une épaisse couche de neige. Non, donc non, là, non, ça tient pas. Un autre membre du groupe a le crâne fracassé, mais sans signe de lutte apparente ou de choc extérieur. Ce qui est encore plus troublant, c'est que malgré la gravité des blessures, il n'y a aucun signe de lutte ou de blessure externe. Les experts médicaux sont déconcertés. Les blessures semblent avoir été causées par une force considérable, mais invisible. Et c'est pas tout. Certains vêtements des victimes contiennent des traces de radiation inexplicables, soulevant davantage de questions sur les événements. Alors là, je l'ai pas vu venir celle-là. Ah, t'as vu? Ah non, je l'ai pas vu venir, c'est incroyable. Ah ouais. Je commençais à me dire peut-être qu'il y avait une histoire de Yeti dans l'histoire, parce que voilà, vous savez, la cryptozoologie aujourd'hui, c'est pareil, c'est un domaine qui soulève beaucoup de questions. C'est vrai. Et là, il y avait quand même beaucoup d'éléments qui pouvaient éventuellement faire penser à une créature comme le Yeti par exemple, mais là, les radiations, je ne vois pas. Il n'y a pas grand monde qui voit en fait. C'est ça va, je suis pas tout seul, c'est bon. L'énigme du col Dyatlov a donné naissance à une multitude de théories, certaines plus plausibles que d'autres. Les autorités soviétiques ont conclu que la mort des alpinistes avait été causée par, je cite, une force irrésistible inconnue. Mais cette explication n'a jamais vraiment satisfait les familles et les chercheurs. À ce jour, aucune hypothèse ne parvient à répondre de façon satisfaisante à l'ensemble des questions soulevées par les étranges coïncidences de la tragédie. La première supposition, avancée, fut celle d'une avalanche. Ouais. Selon cette théorie, les randonneurs auraient quitté précipitamment leur tente en pleine nuit après avoir perçu les signes avant-coureurs d'une coulée de neige. Alors ça expliquerait pourquoi ils se trouvaient dehors, pieds nus, malgré le froid extrême. Oui. Cependant, aucun signe évident d'avalanche n'a été relevé sur place et la disposition des corps ainsi que la disposition des blessures ne correspondent pas à ce type de catastrophe naturelle. Bon, c'est raté. Next. Ensuite, certains scientifiques ont suggéré l'hypothèse d'une panique collective provoquée par un phénomène naturel rare, comme des infrasons. Ah oui? Ouais, ce phénomène acoustique causé par des vents violents soufflant autour de la montagne Kholat-Syakhl, là, aurait pu créer des vibrations basse fréquence capables d'altérer l'état mental des randonneurs. Intéressant comme théorie. Tout à fait. Ils auraient alors été pris d'une terreur irrationnelle, les poussant à fuir leur tente sans réfléchir. Cette théorie, bien que séduisante, peine à expliquer les blessures graves subies par certains des membres du groupe, ainsi que les niveaux inhabituels de radiation relevés dans leurs vêtements. Certes. Les spéculations les plus audacieuses font intervenir des éléments surnaturels, tu penses? Normal. Certains chercheurs de vérité évoquent l'idée d'une rencontre avec des extraterrestres ou des armes secrètes soviétiques. Eh oui. En effet, de mystérieuses sphères lumineuses auraient été observées dans le ciel au-dessus de la région durant la même période. Ouais, voilà. Ces témoignages ont alimenté les théories selon lesquelles les randonneurs auraient été victimes d'essais militaires secrets impliquant des armes de haute technologie, voire des ovnis. Ces hypothèses, aussi intrigantes qu'elles soient, restent sans preuve tangible, mais elles continuent de captiver l'imagination. Enfin, l'explication d'une attaque par des autochtones Mansi, tu sais, dont la colline doit le nom littéraire. Eh bien, ça a été exploré, mais rapidement écarté, parce que ces populations nomades étaient connues pour leur pacifisme et il n'y avait aucun signe de lutte, je
te le rappelle, Oui. sur les lieux. D'autres encore parlent d'un conflit interne entre les membres du groupe, mais ça semble tout aussi improbable compte tenu de l'amitié et de la cohésion qui les unissait. Très bien. Alors, comme je te l'ai dit plus tôt, l'enquête officielle soviétique menée peu après la découverte des corps a conclu à une mort causée par une force naturelle irrésistible. Les autorités ont rapidement fermé le dossier sans donner une réponse claire à ce qui a pu causer la panique chez les alpinistes et les étranges blessures retrouvées sur leur corps. Le mystère reste irrésolu pendant plusieurs décennies. Mais en 2019, les autorités russes rouvrent l'enquête pour tenter de fournir des réponses plus concrètes. Les enquêteurs modernes se concentrent sur des explications plus rationnelles, rejetant les théories paranormales et militaires. Ok. En 2020, ils concluent que les randonneurs ont probablement été victimes d'une avalanche ou d'un glissement de neige, provoquant leur fuite précipitée et leur mort par hypothermie. Cependant, encore, cette explication ne satisfait pas tout le monde, comme toujours en raison des blessures graves et des circonstances inhabituelles. Et des radiations. Et des radiations. Alors, la conclusion de cette affaire, plus de 60 ans après les faits, l'incident du col Dyatlov reste l'une des énigmes les plus troublantes de l'histoire moderne. Malgré les nouvelles enquêtes, les débats sur ce qui est réellement arrivé continuent de diviser les chercheurs, les théoriciens du complot et les amateurs de mystère que nous sommes. Tout à fait. Est-ce un phénomène naturel méconnu qui a causé la mort de ces jeunes alpinistes ou une rencontre avec des forces que nous ne pouvons expliquer ? Le mystère du col Dyatlov continue de captiver et de hanter tous ceux qui s'y intéressent. Merci beaucoup Julie pour une nouvelle fois ce dossier encore très complet et très mystérieux comme on les aime. Et c'est ça qui est bien avec ta chronique Julie, c'est que c'est toujours ça soulève beaucoup de questions. On a des débuts de réponses mais ça soulève encore plus de questions. On n'a jamais la réponse. On adore ça. Les amis, ne bougez pas, on revient tout de suite avec Elodie qui a des choses aussi étranges à nous raconter. Ne bougez pas, à tout de suite. Venez témoigner de vos expériences étranges sur 8FM avec Nico et Julie. Paranormal, 22h-23h sur 8FM.